Chunk One. En 1983, Gene Simmons a rencontré Shannon Tweed au manoir Playboy. Il lui a fallu 28 ans pour l'épouser, mais leur mariage en 2011 n'était pas une affaire d'amour. Il s'agissait de dissimuler un scandale qui a presque détruit sa famille. Des images récemment découvertes de leur émission de télé-réalité révèlent des conversations qui n'étaient pas censées être publiques. Son fils a été pris dans un scandale de plagiat. Des documents juridiques de 2025 mentionnent des incidents impliquant des employés. L'homme qui prétend avoir couché avec 4800 femmes est maintenant confronté à des conséquences qui vont bien au-delà de sa réputation de débauché. Jan Simmons n'a pas toujours été John Simmons. Il est né Chaim-Witz le 25 août 1949 à Haïfa, en Israël. Sa mère, Flora Klein, venait de survivre à l'enfer. Elle est née en Hongrie en 1925 et avait à peine échappé au camp de concentration nazi. Son père, Yohiel Witz, s'est également échappé de Hongrie et a épousé Flora en 1946. Ils ont déménagé en Israël en 1947, juste avant la naissance de l'État. Alors que les forces britanniques bloquaient encore le chemin, leur passé était plein de douleur, et cette douleur résonnait silencieusement à travers tout ce qui allait devenir. Quand il a eu 6 ans, en 1955, les choses ont empiré. Le mariage de ses parents s'est brisé, principalement parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Son père Erat est resté en Israël. Sa mère l'a élevé seule à Tat Carmel. Elle travaillait presque tous les jours dans des usines, cousant des boutons juste pour les nourrir. Parfois, ils n'avaient que du pain et du lait pour le dîner. À l'âge de 7 ans, Kem essayait déjà d'aider. Il cueillait des fruits sauvages avec un ami et les vendait au bord de la route. Il savait ce que signifiait la lutte. Il a fabriqué son premier manteau d'hiver à partir d'une couverture de l'armée. Le froid s'en fichait, mais il n'avait pas d'autre choix. Sa mère travaillait jusqu'à tard dans la nuit, et il pleurait souvent en s'endormant dans une maison vide. À l'école, ce n'était pas plus facile. Les autres enfants l'intimidaient parce qu'il était différent. Même dans l'Israël d'après-guerre, une partie de la haine à laquelle sa mère avait échappé le suivait dans la salle de classe. Mais autre chose l'a trouvé aussi. Chunk 2. Les bandes dessinées, les Américaines, Spider-Man, Superman, sont devenues son évasion. Il ne savait même pas encore lire l'anglais, mais il essayait quand même. À l'âge de 7 ans, il parlait déjà hébreu, hongrois et turc. Et maintenant, il apprenait secrètement l'anglais aussi. Tout cela parce qu'il voulait comprendre les héros de ses bandes dessinées. Dans un monde qui se remettait encore de la guerre, où la nourriture était limitée et l'espoir rare, ces histoires lui donnaient quelque chose à quoi se raccrocher. Sa mère ne parlait pas beaucoup de ce qu'elle avait vécu, mais la douleur était toujours là. En 1957, Haim a commencé à la voir plus clairement. Elle n'avait que 14 ans lorsque les nazis l'ont forcée à travailler, à ramasser des pommes de terre dans les champs pendant que des soldats surveillaient avec des fusils. Elle portait des vêtements marqués de croix, se déplaçant entre les camps, regardant son monde disparaître un par un à la fois. Elle n'avait pas besoin de l'expliquer avec des mots. Son silence, sa surprotection et la façon dont elle pleurait parfois sans raison. Haim a compris que cela laissait quelque chose en lui aussi. Un besoin de ne jamais se sentir faible, de ne jamais laisser personne le voir craquer. Cette même année, en 1957, Flora a pris une décision qui allait tout changer. Avec presque rien à son nom, elle et Haim, âgés de 8 ans, ont quitté Israël. Ils sont arrivés dans le Queens, à New York, sans argent, sans anglais et sans famille qui les attendent. Son père est resté derrière, s'est remarié et a commencé une nouvelle vie. Haim ne l'a jamais revu. Il est devenu Eugene Klein et a recommencé à zéro. Les toilettes à chasse d'eau et les dîners télévisés l'ont émerveillé, mais l'adaptation n'a pas été facile. Flora a travaillé de longues heures dans les usines de Brooklyn, parfois 15 heures par jour. Gene devait s'occuper de lui-même avec des babysitters et a appris les règles d'un nouveau monde étrange. Il est allé dans une école juive pendant un certain temps, mais il ne s'y est pas intégré. Puis il est passé à l'école publique. Il a obtenu son diplôme de Newtown High en 1967.
Au début, les enfants se moquaient de sa façon de parler. Son accent lui donnait l'impression d'être un étranger partout où il allait. Mais il ne s'est pas laissé abattre. Il a vendu des cactus en faisant du porte-à-porte. Church Shank 3. Il a de nouveau cueilli des fruits, comme il le faisait en Israël. Chaque insulte, chaque rejet le poussait à essayer plus fort. Il a commencé à apprendre l'anglais plus rapidement en regardant la télévision et en lisant plus de bandes dessinées. C'est alors que son obsession pour la culture pop a explosé. En 1959, à seulement 9 ans, il a légalement changé de nom à nouveau. Cette fois pour John Klein. Il a choisi Jean d'après des acteurs de cowboys comme Gene Autry. Il était à fond dans le fait d'être américain maintenant, même s'il vivait toujours dans un appartement exigu avec sa mère et ses cousins. Il est tombé amoureux de la télévision, en particulier du Ed Sullivan Show. Lorsque les Beatles sont apparus le 9 février 1964, quelque chose s'est illuminé en lui. Il voulait cette vie. Il voulait la scène, la célébrité. Il voulait se sentir quelqu'un, mais à l'intérieur, il se sentait toujours comme le garçon sans rien. Il prétendait même parfois être britannique, copiant les accents des Beatles juste pour s'intégrer. Les filles aimaient ça. Il était maladroit, incertain, traversant les changements désordonnés de l'adolescence, mais son charme grandissait lentement. Au cours des années 1960, Gene a accepté tous les emplois qu'il pouvait trouver. Il a travaillé dans des boucheries, à trancher de la viande. Il a travaillé dans des épiceries fines derrière le comptoir. Il gagnait seulement 1,25 $ l'heure, mais il économisait chaque centime. La pauvreté lui avait appris à compter chaque centime. Il est resté à l'écart de l'alcool, même lors des fêtes. Il a remarqué comment les mecs plus âgés se saoulaient et devenaient négligés. Il est resté lucide. C'est comme ça qu'il a eu des filles. Il l'a dit lui-même. Il utilisait sa clarté pendant que tous les autres la perdaient. Il a commencé à apprendre la guitare, à s'entraîner constamment. Après avoir vu les Beatles à la télévision, il n'a pas pu s'arrêter. Church Shank 4. Il a formé de petits groupes et a commencé à construire son avenir alors qu'il était encore à l'école. En 1968, il est allé au Sullivan County Community College. Il a étudié l'éducation, a obtenu un diplôme d'associé en 1970 et a même enseigné en 6e année à Spanish Harlem pour 75 $ par semaine. Mais son cœur n'était pas dans la salle de classe. Il s'est associé à Paul Stanley et a formé un groupe appelé Rainbow, qui est rapidement devenu Wicked Lester en 1970. Il jouait dans des clubs la nuit, travaillait à d'autres emplois pendant la journée. Gann a même travaillé dans un magazine de mode. Il a également fait des piges de traduction en utilisant le hongrois, le turc et l'espagnol qu'il avait appris enfant grâce à des babysitters et des voisins. Mais la musique était là où son âme vivait. Il a essayé différents sons, a même enregistré des chansons solo sous son nom. Pendant tout ce temps, il renvoyait de l'argent à sa mère, portant toujours le poids de sa survie et de tout ce qu'elle avait perdu en 1945. Puis, il y a eu la partie de son histoire qui a choqué même ses fans. Gene Simmons dit avoir perdu sa virginité à près de 14 ans en 1963. Il n'était qu'un enfant sur un itinéraire de journaux. Un soir d'hiver, juste avant Noël, il a frappé à la porte d'un client. Elle a répondu en pleurant, ne portant qu'une fine chemise de nuit. C'était une femme mariée. Que s'est-il passé ensuite? Il l'a décrit plus tard en détail dans son livre. Ce n'était pas seulement le début de sa vie sexuelle. En 1970, Gene Simmons s'est associé à Paul Stanley avec Steve Corinel, Brooke Ostrander et Tony Zarella. Ils ont formé un groupe appelé Wicked Lester. Le son était un étrange mélange de folk et de rock, né de la scène musicale imprévisible de New York. Le 15 octobre 1972, ils avaient enregistré un album complet aux Electric Lady Studios, qui avait été construit par Jimi Hendrix. Epic Records avait payé beaucoup pour que cela se produise, mais leur directeur A&R, Don Ellis, a absolument détesté ça. Il a qualifié le son de trop désordonné et trop étrange pour la radio, alors il l'a mis de côté pour toujours. Ce rejet a frappé Gann durement.
il s'était investi à fond dans le projet. Et maintenant, il était mort avant même de commencer. Furieux, Gann et Paul ont viré Steve Corinel, ont fait venir Ron Lee Jack pendant une courte période, puis ils ont complètement fermé Wicked Lester. Chunk 5. Mais ce n'était pas la fin. Après que Kiss soit devenu célèbre, Gann et Paul ont payé 138 000 $ en 1967 pour racheter les anciennes cassettes de Wicked Lester juste pour s'assurer qu'elles ne soient jamais publiées. Ils craignaient que le vieux son ne ruine l'image brute qu'ils étaient en train de construire. Pourtant, des bootlegs ont fuité en ligne plus tard, révélant des chansons comme She et Love Her All I Can, que Kiss réenregistrerait plus tard sans créditer la formation originale. Ce groupe raté a donné naissance à quelque chose de plus grand. En janvier 1973, Gann et Paul en avaient assez des compromis. Ils ont trouvé une annonce dans Rolling Stone placée par Peter Criss, un batteur chevronné de groupes comme Lips et Chelsea. Il a rejoint rapidement. Puis, ils ont trouvé Ace Frehley grâce à une annonce dans Village Voice. Ensemble, ils ont créé quelque chose d'entièrement nouveau. Ce ne serait pas un groupe de rock ordinaire. Ce serait un spectacle sauvage et exagéré avec du maquillage, du feu et de la fantaisie. Inspirés par le shock rock d'Alice Cooper et le style glam des New York Dolls, ils ont lancé Kiss. Leur premier spectacle a eu lieu le 30 janvier 1973, dans un petit club du Queens appelé le Coventry, qui s'appelait auparavant le Popcorn Club. Seulement 3 personnes se sont présentées, dont certaines étaient les petites amies du groupe. Mais cette nuit-là, Jean a craché du feu sur scène pour la première fois. C'était un spectacle que personne n'a oublié. Sans une seule chanson à succès ni de temps d'antenne sur MTV, ils ont bâti un public. Le bouche à oreille s'est répandu par le biais de magazines de fans et de spectacles en direct, et non par la radio. En 18 mois, ils étaient en tête d'affiche à l'Anaheim Stadium en 1975. Gene a dit plus tard que leur maquillage était si étrange et inoubliable qu'il est resté gravé dans l'esprit des gens. C'était brut, c'était bizarre et ça se répandait. En 1973, Gene a créé le démon. Inspiré par des films d'horreur comme Black Sabbath et des personnages de bandes dessinées comme Black Bolt, il a peint des ailes de chauve-souris autour de ses yeux et a commencé à cracher du feu et du sang sur scène. Il avait appris les astuces d'un professionnel. Lorsque le groupe a commencé à expérimenter avec le maquillage, il n'avait pas de plan précis. Gene a opté pour l'horreur. Peter a dessiné des moustaches sur son visage comme un chat. Chunk 6. As s'est transformé en extraterrestre de l'espace. Il se tenait devant des miroirs en peignant sauvagement, essayant de faire quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Leur premier spectacle attirait à peine une douzaine de personnes. Au Coventry, les foules variaient de 10 à 15 personnes, parfois moins. Mais ces quelques personnes sont reparties en parlant. Même avant Internet, les enfants répandaient le mot. John a dit que c'était collant et étrange, mais ça fonctionnait. Ce maquillage, ce feu et ce sang ont transformé la frustration en fascination. Ils n'avaient pas besoin d'un hit à la radio. Ils avaient juste besoin d'être inoubliables. En août 1973, un homme nommé Bill Aucoin a vu Kiss jouer à l'hôtel Diploma. Il croyait tellement en eux qu'il a promis de leur obtenir un contrat d'enregistrement en 2 semaines, et il l'a fait. Le 1er novembre, ils ont signé avec Casablanca Records, un tout nouveau label dirigé par Neil Bogart. Peter Criss était tellement excité en apprenant la nouvelle qu'il est littéralement tombé de ses chaussures à plateforme. Le groupe a rapidement enregistré son premier album avec l'aide du producteur Eddie Kramer. Il est sorti le 18 février 1964. Les ventes ont été lentes au début, seulement 75 000 exemplaires, mais le groupe ne s'est pas arrêté. Ils ont joué plus de 300 spectacles cette année-là. Casablanca Records était presque en faillite, mais les tournées constantes de Kiss les ont maintenus en vie. Neil Bogart a d'abord douté de leurs gadgets de maquillage, mais quand il a vu les foules dégrandir, il a su que ça marchait.
En 1975, il remplissait des stades, le tout sans un seul hit majeur à la radio. Gunn a appelé ça un pari qui les a transformés en légendes. Pendant ses premières années, Gene a développé une étrange habitude. Il a commencé à prendre des photos Polaroid de ses rencontres sexuelles. Chaque femme devait tenir la clé de l'hôtel comme preuve. Au fil des ans, il a affirmé avoir pris près de 5000 de ces photos, se vantant dans des interviews d'avoir couché avec plus de 4600 femmes. Il a même montré les photos à des amis et des invités. Grace Slick de Jefferson Airplane a trouvé ça dégoûtant. Gene les a toutes gardées enfermées dans une boîte. Chunk, 7. Sa femme, Shannon Tweed, les a trouvées après leur mariage en 2011 et les a brûlées en direct dans leur émission de télé-réalité, mettant fin à ce chapitre de sa vie. Bien que Gene n'ait jamais touché à la drogue, sa dépendance sexuelle est devenue une partie de son personnage sauvage sur sa scène. Des petits clubs au stade massif, il a transformé le chaos en une performance et en pouvoir. Tout a changé le 10 septembre 1975. C'est à ce moment-là qu'ils ont sorti l'album Live Alive. Il était fort, non filtré et rempli de la folie de leur spectacle. On pouvait entendre le feu, les cris et le sang dans chaque morceau. Les chansons ont été enregistrées dans des endroits comme Détroit, Cleveland, Wildwood et Davenport tout au long de cette année. Les 16 mai, 21 juin, 20 juillet et 23 juillet, l'album est devenu quadruple platine, se vendant à plus de 4 millions d'exemplaires. Il a atteint la 9e place du classement Billboard et y est resté pendant 110 semaines. Ce disque a sauvé Casablanca de la faillite. Il y a même eu une action en justice contre Neil Bogart à l'époque, et le succès de Kiss a ramené le label du bord du précipice. Le titre de l'album, Alive, était un clin d'œil à l'album live de Slade en 1972 qui les avait inspirés. C'était la preuve que le maquillage, le feu, la folie, tout cela fonctionnait. Soudain, ils n'étaient plus seulement un groupe étrange, ils étaient l'avenir du rock. En 1976, ils ont poussé plus loin. Destroyer est sorti le 15 mars avec le producteur Bob Ezrin à la barre. Il a ajouté des cordes, une chorale d'enfants, des sons de batterie inversés et des effets sonores, a crié fort le numéro 31 du Billboard Hot 100. La chanson de John, God of Thunder, était remplie de cris et d'obscurité. Mais Ezrin ne leur a pas facilité la tâche lorsque le groupe lui a donné 15 pistes de démonstration en août 1975. Il les a presque toutes jetées. Il a réécrit leurs chansons, réarrangé la musique et a même joué lui-même de la basse sur Detroit Rock City. Certaines pistes ont volé des idées à la musique classique, comme la sonate pathétique de Beethoven échantillonnée pour de grandes attentes. Les répétitions ont commencé en août 1975, pendant une pause dans la tournée Alive, et les sessions d'enregistrement ont continué aux Electric Lady Studios jusqu'en septembre et janvier. L'ego de Gunn a grandi avec chaque succès. Et bien qu'Ezrin ait poli le son, Gene s'est assuré que son propre personnage restait au centre de la scène. À la fin des années 1970, les tournées sont devenues plus que de simples concerts. C'étaient des spectacles à part entière. La tournée Dynasty en 1969 a duré du 15 juin au 16 décembre avec Gene volant à travers la scène et la guitare d'Ace Frehley tirant des roquettes sur des accessoires crachant de la fumée. Chunk, 8. Leur technicien John Elder Robeson a créé ces effets à couper le souffle. Ils ont donné 92 spectacles à travers l'Amérique du Nord, mais des fissures se faisaient se voir. Certains lieux étaient bien trop vides, comme les spectacles annulés au Pontiac Silverdome ou les concerts réduits à Los Angeles. Peter Criss était en difficulté. Sa consommation de drogue a empiré. Il a commencé à saboter des spectacles, arrêtant de jouer de la batterie en plein milieu d'une performance juste pour se défouler. Gene a appelé ça de l'autodestruction. Lors du dernier spectacle à Toledo, le 16 décembre 1969, il était clair que le groupe original était en train de s'effondrer.
Les fans ont ressenti le changement et le disco s'était insinué dans leur son. Des familles ont commencé à venir au spectacle au lieu de fans de rock pur et dur. Gene a continué à voler, mais le groupe tombait rapidement. En 1978, tout est devenu plus étrange. NBC a diffusé un film de télévision bizarre appelé Kiss Meets the Phantom of the Park le 28 octobre. Il a été produit par Hanna-Barbera, les mêmes personnes derrière Scooby-Doo. Kiss se jouait lui-même, des super-héros, combattant un inventeur maléfique dans un parc à thème. Gene a improvisé des lignes sur la domination du monde, faisant écho à son plan de vie réel de transformer Kiss en une marque mondiale. Le jeu d'acteur était terrible et les fans ont détesté ça. Gann a adoré l'attention, mais le reste du groupe a essayé de prétendre que ça ne s'était jamais produit. Le film était si embarrassant que les gens sur le plateau ont eu l'interdiction d'en parler plus tard. Pourtant, il est devenu un classique culte, surtout en Europe, où il a été rebaptisé Attack of the Phantoms. Le projet a prouvé que l'ego de John n'était pas seulement grand, il était imparable. La même année, les 4 membres ont sorti des albums solo le 18 septembre. Le disque de John s'est mieux vendu que certains des albums du groupe Kiss. Il comprenait des reprises étranges comme When You Wish Upon a Star et des apparitions de Cher et Bob Seger. Ces chansons parlaient de radioactivité et de fantasmes tordus. Pendant ce temps, Kiss a sorti Dynasty le 23 mai 1969 avec I Was Made for Love in You, atteignant le numéro 11 du classement Billboard. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et est devenu platine dans 5 pays. Mais l'influence du disco a nui à leur image. Les fans de rock se sont détournés et les ventes de billets se sont effondrées. Les salles ont rétréci. Chunk 9. La magie s'estompe. Peter Criss n'a joué de la batterie que sur une seule piste avant de quitter définitivement le groupe. Les fissures étaient devenues des scissions. Le 18 septembre 1983, Kiss a fait l'impensable. Ils ont enlevé leur maquillage en direct sur MTV. Après 10 ans de mystère, ils ont révélé leur vrai visage. En même temps, ils ont sorti Lick It Up, qui a été certifié platine avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Le son était plus lourd, brut, plus agressif. Le pari a fonctionné, les ventes ont bondi et les fans sont revenus. John a vu ça comme une renaissance. À ce moment-là, Kiss avait plus de 100 produits sous licence, des figurines aux boîtes à lunch, rapportant des millions de dollars en produits dérivés. Les masques avaient disparu, mais les affaires étaient florissantes. En 1984, Gann a pris une pause de la musique et est entré à Hollywood. Il a joué le méchant Luther dans le thriller de science-fiction Runaway, réalisé par Michael Keaton. Il était un savant fou qui utilisait des robots tueurs pour assassiner des gens, s'inspirant de son personnage de démon. Gann prononçait des répliques avec un talent dramatique et mourait aux mains de ses propres créations. Pendant ce temps de retour dans le groupe, Peter Criss avait été renvoyé en 1980 après que sa dépendance soit devenue incontrôlable. Gann a appelé ça une amputation nécessaire. Eric Carr est intervenu en tant que nouveau batteur connu sous le nom de Fox. C'était une perte douloureuse, mais ça les a aidés à repartir à neuf. En 1959, Kiss a sorti Hot in the Shade avec la ballade Forever, atteignant la 8e place du Billboard Hot 100. Il s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires et est devenu leur plus grand succès pendant les années sans maquillage. Mais le son était doux, plus romantique que rebelle. Les fans étaient confus, mais les ventes disaient le contraire. Dans les coulisses, Gene courait toujours après les femmes. Ces liaisons ont perturbé le travail du groupe. Il a manqué des séances. Il a préféré Hollywood aux répétitions. Eric Carr a chanté sa première voix principale sur Little Caesar, mais ce serait son dernier album avant sa mort, en 1981. Les distractions de Gene ont presque tout déchiré. Dans son autobiographie de 2001, Kiss and Make-up, Gene a révélé toute la vérité. Chunk 10. Il avait couché avec plus de 4800 femmes pendant son temps dans le groupe. L'une des histoires les plus folles est survenue à la fin des années 70.
Il sortait avec Cher entre 1969 et 1980, mais a fini par tomber amoureux de sa meilleure amie, Diana Ross. Tout a commencé avec une simple virée de shopping de Noël et s'est transformé en un triangle amoureux à part entière. Cher ne leur a jamais pardonné. Le scandale a éclaté dans le magazine People et est devenu l'une des trahisons les plus célèbres de l'histoire du rock. Gene est resté ami avec les deux femmes, mais les dégâts ont été permanents. Puis est venu le plus grand rebondissement de tous. En 1996, les membres originaux de Kiss se sont réunis. Le maquillage est revenu. Les six spectacles ont affiché complet partout. Ils se sont produits dans 75 villes, ont donné 92 spectacles et ont vendu 2 millions de billets. La tournée a rapporté 143 millions de dollars. Mais dans les coulisses, les choses étaient tendues. Frehley et Chris étaient payés des tarifs forfaitaires de 80 000 $ par spectacle, tandis que Gann et Paul prenaient 110 000 $ plus les bénéfices. Des poursuites ont suivi. De vieilles blessures se sont rouvertes. Le succès était réel, mais les problèmes l'étaient aussi. Même lorsqu'ils battaient des records, ils se séparaient à nouveau. De 2006 à 2012, Gene Simmons a laissé des caméras le suivre dans une émission de télé-réalité appelée Gene Simmons Family Jewels. Elle a donné aux fans une place au premier rang dans sa vie à la maison avec sa partenaire de longue date, Shannon Tweed, et leurs deux enfants, Nick et Sophie. L'émission a duré 7 saisons et est devenue le deuxième plus grand succès d'AE, après Dog the Bounty Hunter. Bien que la série ait dépeint un portrait d'un Simmons plus doux et plus axé sur la famille, elle a omis la plupart de son passé sauvage. Puis, en 2008, une sextape a fait surface le montrant avec une autre femme. Il a intenté une action en justice, la qualifiant de violation de la vie privée. Mais le plus grand rebondissement est survenu en 2011, lorsqu'après 28 ans à l'éviter, Gene a finalement épousé Shannon. Le mariage a fait les manchettes. Certains téléspectateurs ont critiqué l'émission pour avoir mis en scène des moments exagérés, notamment un faux accord pour acheter une équipe de football australienne. Mais elle a quand même réussi à humaniser un homme autrefois connu uniquement pour son maquillage et ses ravages. L'empire commercial de Jean a continué de croître. Dans les années 2000, il avait apposé un logo Kiss sur plus de 5000 produits. Chunk 11. On pouvait le trouver sur tout, des flippers aux préservatifs en passant même par les cercueils. La marque était partout. Les ventes ont dépassé le $1 milliard. Mais en 2017, il est allé trop loin. Gene a tenté de déposer la marque du célèbre geste de la main des cornes du diable, affirmant qu'il l'avait inventé en 1974. Son dépôt le décrivait comme une pose avec l'index et l'auriculaire levé et le pouce sorti, semblable au signe de la langue des signes américaine pour « Je t'aime ». La réaction a été instantanée. Les fans de métal étaient furieux. Les critiques lui ont rappelé que des gens comme John Lennon et Ronnie James Dio utilisaient ce geste bien avant Kiss. Quelques jours plus tard, Gann a abandonné la tentative, mais le coup d'éclat a clairement montré jusqu'où il était prêt à aller pour le contrôle. Des ennuis l'ont suivi dans d'autres domaines également. En 2010, Gene a été poursuivi par la maquilleuse d'ESPN Victoria Jackson, qui affirmait qu'il s'était comporté de manière inappropriée lors d'une apparition au SportsCenter en 2009, alors qu'il était en costume complet. Elle a dit qu'il l'avait embrassée et lui avait fait des avances. Gene a nié, disant que son entrejambe en métal rendait cela impossible. Il a même intenté une contre-poursuite pour laver son nom. L'affaire a finalement été réglée, mais ce n'était pas la seule fois qu'il a eu des ennuis judiciaires. En 2016, un plongeur dans son restaurant Rock and Brews l'a accusé de l'avoir tripoté. Une autre femme a fait une allégation similaire en 2017. Les deux affaires ont été discrètement résolues en 2018. Bien qu'il ait souvent rejeté ces poursuites comme étant sans fondement, elles se sont accumulées et ont laissé entrevoir un schéma troublant. Malgré tout, sa fortune a continué de croître.
En 2015, Gene Simmons valait plus de 400 millions de dollars. Cela ne venait pas seulement de la musique. Cela venait des montagnes de produits dérivés de Kiss, plus de 100 millions d'albums vendus et des tournées non-stop. En 2012, lui et Paul Stanley ont lancé une chaîne de restaurants appelée Rock & Brews qui s'est développée à plusieurs endroits. Il s'est également impliqué dans des projets inhabituels comme The Vault, une compilation de 2000 $ d'enregistrements rares sortis en 2017. Et en 2018, il a rejoint une société de cannabis appelée Invictus MD en tant que chef de la promotion. Il a acheté une participation dans l'équipe de football américain LA Kiss Arena en 2013, qui a fermé ses portes après quelques années. Et en 2025, sa tournée solo à elle seule a rapporté 6 chiffres par spectacle sans même avoir besoin de toute la configuration de Kiss. Sa relation avec Shannon Tweed a commencé en 1983 au manoir Playboy. Chunk 12. Shannon, qui avait été nommé Playmate de l'année en 1982, est entré dans le monde de Jen, en sachant qu'il avait une réputation. Il a revendiqué près de 5000 amants en 2002, mais ils ont quand même construit une vie ensemble. Leur fils Nick est né en 1949 et leur fille Sophie en 1992. Gene plaisantait en disant que le mariage était un piège, citant Groucho Marx, mais son comportement a finalement poussé Shannon trop loin. En 2011, elle a quitté brusquement le Joy Behar Show, le traitant de porc. Plus tard cette année-là, elle a trouvé sa collection de Polaroids explicites et les a brûlés à l'antenne. Ce moment a choqué les fans, mais quelque chose a changé. Gann l'a demandé en mariage à Bis le 26 juillet 2011 et ils se sont mariés le 1er octobre. Nick était un garçon d'honneur et Sophie la demoiselle d'honneur. C'était émouvant et inattendu, surtout après 28 ans de résistance. Leur émission de télé-réalité n'a pas caché la tension. Le tournant est survenu lors de la saison 6 après qu'une photo de Gene avec 2 mannequins lors d'un événement à Santa Monica en 2009 a incité Shannon à partir temporairement. L'émission les a suivis en thérapie, où elle a dit qu'elle n'avait jamais accepté d'être dans une relation ouverte et qu'elle se sentait prise au dépourvu. Gene s'est finalement ouvert, admettant qu'il avait de profondes peurs de l'engagement à cause de son enfance. Le moment où il lui a demandé de l'épouser a pris tout le monde au dépourvu. L'émission a duré 167 épisodes et a levé le voile sur plus que leur relation. Elle a montré la douleur et la pression derrière la célébrité. En 2018, l'image de dur à cuire de Jean s'est fissurée. Sa mère, Flora Klein, est décédée le 5 décembre à l'âge de 93 ans. Elle était une survivante de l'Holocauste qui avait enduré les horreurs des camps nazis et avait perdu sa propre mère dans une chambre à gaz. Après avoir immigré en Israël, puis à New York en 1958, elle a élevé John seul. Il l'a toujours crédité d'avoir façonné ses valeurs. Sa mort l'a ébranlé sur Instagram. Il l'a appelée sa boussole morale et a exhorté les gens à chérir leur mère. Sa femme, Shannon, l'a appelée la meilleure grand-mère. Et Paul Stanley l'a décrite comme farouchement aimante. Pour une fois, les fans ont vu Gene sans le masque. Même ses enfants n'ont pas été épargnés par les projecteurs. En 2010, en 2010, son fils Nick a eu des ennuis à cause de sa bande dessinée Incarnate, qui a été accusée de plagiat du manga japonais Bleach. Les fans ont montré des comparaisons exactes de panneaux et ont exigé des comptes. L'éditeur a retiré la bande dessinée et Nick s'est excusé, disant que c'était censé être un hommage, mais la réaction n'a pas disparu. Chunk 13. Les critiques ont dit que l'œuvre était amateur et que la copie était trop évidente. Gene a défendu son fils, mais l'incident a endommagé la crédibilité de Nick en tant que créateur et l'a suivi dans leur émission de télé-réalité. L'habitude de gens de dire exactement ce qu'ils pensent a suscité plus de problèmes en 2024. Le 8 octobre, lors d'une apparition en tant qu'invité dans Dancing with the Stars, il a fait des commentaires sur les danseuses que beaucoup ont qualifiées de flippants. Au lieu de se concentrer sur leur performance, il n'a cessé de parler de leur beauté. Un commentaire sur Chandler Kenny en buant ses lunettes est devenu viral pour toutes les mauvaises raisons.
Les médias sociaux ont explosé en l'appelant l'oncle dégoûtant et les gens ont exigé que ABC s'excuse. Gann n'a pas reculé. Dans une interview du 10 octobre, il a dit qu'il maintenait chaque mot. Puis est venu le forfait pour les fans en avril 2025. Pour 12,495 $. Sans compter le billet, les fans pouvaient se joindre à l'expérience ultime Jen Simmons, où ils agiraient comme son roadie pendant une journée. Ils pourraient aider à la balance sonore, manger dans les coulisses et même être présentés sur sa scène, en plus de recevoir une base dédicacée. Les critiques l'ont démoli, le qualifiant d'éhonté et d'insensible, surtout en ces temps économiques difficiles. Mais le forfait s'est vendu. Un fan, un soldat à la retraite, a payé pour l'expérience et a dit que cela valait chaque centime. Pourtant, le coup d'éclat a relancé les débats sur la cupidité des célébrités, surtout compte tenu de la richesse de Jean. La controverse ne s'est pas arrêtée là. Le 13 août 2025, le président Trump a annoncé que Kiss recevrait les honneurs du Kennedy Center. Les fans étaient confus. 3 ans plus tôt à peine, Gene avait critiqué Trump dans des interviews, le qualifiant d'abject pour avoir propagé la haine. Après le 6 janvier, il a même comparé la montée en puissance de Trump au cafard sortant des murs. Mais maintenant, le groupe acceptait un prix de sa part. Internet a explosé avec des mèmes et des accusations d'hypocrisie. Simmons n'a pas commenté, mais le silence en disait long. En 2025, Simmons a également repris sa tournée en solo. Lors du rallye de moto de Sturgis le 3 août, il s'est produit sans l'armure habituelle de Kiss, racontant des histoires de sa carrière de 50 ans. Mais tout le monde n'était pas content. Certains billets coûtaient plus de 500 $ et le forfait VIP a froissé les gens. Le 23 mars, plusieurs dates ont été annulées en raison de faibles ventes. Les fans ont estimé qu'il était allé trop loin, donnant la priorité au profit plutôt qu'aux fans qui l'avaient traité. Chunk 14. Pourtant, Gene a insisté sur le fait que les choses étaient plus faciles maintenant sans la configuration géante de Kiss. Lorsque Ozzy Osbourne est décédé le 23 juillet 2025, Gann s'est effondré lors d'une interview sur CBS Mornings. Il s'est souvenu de la façon dont Kiss a fait la première partie de Black Sabbath en 1975 et a parlé d'Ozzy comme d'une âme véritable. Il a même révélé que Kiss avait une fois refusé une tournée avec Sabbath dans les années 70 en raison de leur forte consommation de drogue. Simmons voulait garder l'image de son groupe propre. Ce détail a stupéfié les fans.